Bonjour à tous, merci d'être à nouveau si nombreux pour cette cinquième, je crois, conférence de la journée qui va porter sur l'impact de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur les métiers du digital, spécifiquement. Alors, nous sommes, c'est la quatrième édition du forum Made in Job, nous sommes à Marseille. Le 11 octobre 2018, je dis ça parce qu'on va rester donc pour la postérité, puisque les échanges sont filmés. Moi-même, je suis Sylvia Di Pasquale, je suis rédactrice en chef d'un des sites emploi du groupe Figaro qui s'appelle Cadre Emploi. Et vous avez également Choose Your Boss qui fait partie de la même galaxie qui est présente sur le forum. Et pourquoi est-ce que Samuel Masson m'a demandé d'animer ces débats? Eh bien parce que les compétences, le travail, le recrutement, c'est ma spécialité. C'est un peu mon dada. Et j'essaye de faire en sorte de simplifier les choses pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, nous allons, de quoi allons-nous parler? On va essayer de comprendre les mesures qui vont permettre d'adapter plus vite les gens au marché du travail dans le digital. Parce que cette réforme, il faut savoir que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est un joli nom. La loi pour la liberté de choisir, c'est magnifique. Et elle a été publiée au JO le 6 septembre de cette année, là, c'est-à-dire il y a quelques jours, en fait. Et les professionnels qui doivent l'appliquer sont un petit peu dans la mouise parce que les décrets ne sont pas tous parus. Et pour appliquer une loi quand il n'y a pas de décret, c'est super coton. Donc là, on fait un débat sur les dispositifs qui vont vous permettre mais on n'aura pas toutes les réponses. Donc on va faire au mieux. On va voir déjà l'esprit de la loi. Donc cette réforme, elle vise à sécuriser les parcours professionnels pour prévenir et lutter contre le chômage. Finalement, c'est tout à fait ça l'idée. Alors, je vais présenter nos intervenants qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui, qui ont dit oui pour présenter justement ces différentes mesures. Alors, je commence par un homme. Allez, ça va changer pour une fois. Je ne sais pas si... Alors, je fais une petite parenthèse parce que depuis le début, ce matin, nous avons eu des tables rondes avec beaucoup d'hommes. Et pas beaucoup de femmes. Et là, regardez, nous sommes à parité. Tantan. C'est drôlement bien. Gérard Murati, bonjour. Bonjour. Je commence par vous. Vous êtes directeur de DMR. C'est un centre de formation privé au métier de l'IT, de l'informatique, et notamment de développeurs logiciels et de concepteurs-développeurs informatiques. Et vous allez dans quelques secondes, dans quelques minutes, nous donner votre vision de la réforme. Je fais le tour de table et je vous redonne la parole ensuite. Anne-Isabelle Martineau, bonjour. Vous avez aussi un micro. Ah oui, vous êtes obligé de vous partager les micros. Merci beaucoup d'être là. Alors vous travaillez pour le FAFIEC. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, le FAFIEC? Le FAFIEC est un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage et de l'effort à la formation. Et il le redistribue aux entreprises sous forme de conseils, d'actions de formation, de professionnalisation pour les branches du numérique. Entre autres. Entre autres, oui. Et vous vous occupez du développement de l'alternance. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que en fait, vous travaillez pour faire connaître l'alternance auprès des entreprises et faire en sorte qu'ils prennent des contrats en alternance. Tout à fait. Je fais la promotion et la sécurisation des parcours auprès des entreprises, mais je suis aussi l'interlocutrice des organismes de formation. Très bien. Claude Garnier, bienvenue également. Vous êtes le délégué académique à la formation, à la formation professionnelle initiale et continue pour l'Académie d'Aix-Marseille. Et donc à ce titre, vous allez pouvoir nous éclairer un peu sur l'esprit de cette réforme et sur ce que l'Académie fait justement pour mettre en musique la réforme. Je vous repasserai la parole aussi tout à l'heure, après avoir présenté Fanny Pellissier. Vous travaillez pour le Conseil régional. Alors, dans les institutions publiques, il y a toujours des titres à rallonge. Alors, on y va. Et si je me trompe, vous m'arrêtez. Vous êtes chef de service adjointe dans un service qui s'occupe du développement et de la promotion de l'apprentissage. C'est bon? Donc, on est bien dans notre sujet, la formation, l'apprentissage. Et pareil, alors vous allez nous dire si vous pensez que cette réforme peut être applicable notamment sur les métiers du digital. Alors, c'est pas du tout hors sujet. Là, ce que je vais aborder, c'est finalement quel est l'esprit de cette réforme. Pourquoi vous êtes assis là sur vos chaises et que vous venez écouter des gens qui vont vous parler d'une réforme professionnelle qui vous paraît un peu absconse, quoi. Alors, Gérard Murati, c'est quoi l'esprit de cette réforme?
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça va chambouler complètement la façon de mener une carrière demain ? Alors, tout d'abord, cette réforme, c'est plus qu'une réforme, c'est un véritable séisme dans l'écosystème des acteurs de la formation, qu'ils soient financeurs comme les OPCA, qu'ils soient un centre de formation, qu'ils soient CFA, qu'ils soient université. Donc aujourd'hui, il y a un véritable chamboulement qui est mené. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, la formation avait, on va dire, mauvaise presse. Globalement, il y avait un faible pourcentage des salariés qui étaient formés par leurs entreprises. Les gens estimaient avoir peu accès à la formation et surtout n'avaient pas droit de regard sur la formation qu'ils devaient suivre. Donc l'esprit de la loi, c'est quoi ? C'est qu'on replace entre les mains du salarié, entre les mains du demandeur d'emploi, la vision de son propre avenir et la gestion de son capital formation. Ceci pendant sa période de demandeur d'emploi, mais y compris pendant la période où il va être salarié, grâce à différents dispositifs qui vont être mis à sa disposition. Alors qu'avant, c'était pas le salarié qui décidait de tout ça, c'était qui alors ? C'était le chef d'entreprise l'entreprise, via le plan de pôle formation, emploi, etc., quoi. qui disait écoute, pour la stratégie d'entreprise, tu vas te former sur ça. Donc aujourd'hui, c'est un peu un inversement de tendance. Le salarié va pouvoir monopoliser des budgets de formation qui lui sont propres. Alors, si possible, en accord avec la stratégie de son entreprise pour un salarié, mais en tout cas, c'est clair qu'il a un vrai droit de citer sur la décision. Et surtout, ce qui est important, c'est que, au travers d'un dispositif qui s'appelle le CPF, qu'on va évoquer tout à l'heure, tout individu en France, tout salarié, tout demandeur d'emploi dispose et disposera d'un véritable budget pour financer la formation dans un organisme privé, public, de reconversion tout au long de sa vie, etc. C'est ça vraiment la vraie orientation de cette loi. Ouais, et on va détailler ça justement juste après sur les mesures qu'on a sélectionnées parce qu'il y a tellement de choses dans cette réforme qu'on ne peut pas parler de tout en 40 minutes. Claude Garnier, est-ce que vous voulez compléter ce que Gérard Murati vient d'énoncer sur l'esprit de cette réforme ? Tout à fait, c'est une réforme qui va dans le sens de la simplification au niveau du financement et la simplification aussi au niveau de la personnalisation et au niveau de votre positionnement par rapport à la formation. Effectivement, comme ça a été dit, vous serez complètement acteur de votre formation, donc ça impose le biais de cette réforme qui est effectivement une réforme de grande ampleur dont on parle peut-être peu mais qui va quand même changer beaucoup de choses. Entre autres, le positionnement des organismes de formation par rapport à la formation, le financement de ces organismes et votre positionnement vous-même par rapport aux décisions que vous serez amené à prendre vis-à-vis de votre formation et de l'offre qu'on pourra vous offrir. Donc c'est effectivement un très grand changement qu'on n'a pas vu dans notre pays depuis à peu près une 50aine d'années. Voilà, c'est la révolution. En quelque sorte. Alors on va voir maintenant plus précisément quels sont les dispositifs qui sont prévus dans cette réforme et qui vont permettre aux gens en général, aux demandeurs d'emploi et aux salariés de mieux se former et notamment, quand on pourra le faire en tous les cas, au métier de l'IT digital parce que c'est quand même assez spécifique. C'est une branche qui recrute énormément. Aujourd'hui, c'est le premier employeur, je pense, du pays. Donc, il y a des vrais enjeux de recrutement, mais aussi pour vous, des vrais enjeux de trouver le bon emploi. Et donc, pour ça, il faut être bien formé. On a fait une table ronde qui parlait de ça ce matin. Donc, les dispositifs qui sont prévus par cette réforme, on peut peut-être commencer avec vous, Anne-Isabelle Martineau. L'alternance. Bon. L'alternance, c'est un dispositif qui existe depuis très longtemps, moitié à l'école, moitié dans l'entreprise. Et aujourd'hui, la réforme elle permet de le simplifier. Alors, effectivement, l'alternance, ça va regrouper plusieurs choses. Ça va regrouper à la fois le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. On n'est pas encore sur le fusionnement de ces deux types de contrats, mais on est sur une simplification administrative, puisque logiquement, on attend les fameux décrets qui vont venir conforter cette loi. On devrait avoir un seul contrat unique pour les deux contrats. Donc ça va simplifier... Ça va simplifier les choses pour l'employeur. Pour l'employeur. Mais ça va aussi simplifier les choses, j'imagine, pour les gens qui recherchent une alternance, parce que... Alors, pour ceux qui recherchent une alternance, devraient avoir le choix, donc dans leur parcours, que ce soit en contrat de professionnalisation
ou en apprentissage. C'est aussi la possibilité pour eux, le tout étant de leur permettre d'avoir un contrat de travail et une formation. Les parcours pourront être aussi, en fonction des prérequis des salariés, demandeurs d'emploi, être modulés, puisqu'on va être dans une logique de compétences. D'accord. Fanny Pellissier, vous pouvez compléter donc sur l'alternance simplifiée. Qu'est-ce que le Conseil régional Sud propose, envisage de faire, parce qu'on est toujours sur. Alors donc sur l'apprentissage plus particulièrement, donc effectivement la région est actuellement compétente sur ce dispositif. Avec la réforme, elle aura un rôle moins important, mais cependant, elle a initié depuis quelques années le développement de l'apprentissage, parce que c'est vraiment une priorité forte du président de la région. Elle a lancé cette année quelques dispositifs qui sont dans l'esprit de la réforme, comme par exemple des préparatoires à l'apprentissage, qui permettent, en amont de signature d'un contrat d'apprentissage, de pouvoir appréhender et découvrir plusieurs métiers. Pour après, une fois que le contrat d'apprentissage est signé, sécuriser son parcours. C'est ouvert à qui ça, ce contrat préparatoire ? Alors actuellement, c'est ouvert à toute personne à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à 25 ans, actuellement. Une autre mesure emblématique de la réforme qui vise à simplifier et à développer, c'est l'élargissement de l'âge de l'entrée en apprentissage, qui à partir de 2019, donc on va pouvoir signer un contrat d'apprentissage jusqu'à l'âge de 30 ans. Ah ben voilà, oui, voilà. Donc c'est... Voilà. Et ça, c'est et nouveau. je rejoindrai également Madame Martineau sur la simplification, c'est-à-dire qu'a priori, dès que la personne aura trouvé une entreprise susceptible de la recruter par le biais d'un contrat d'apprentissage, elle pourra rentrer en formation. D'accord. Donc avec une logique un peu de rentrée tout au long de l'année, ce qui va simplifier avec des parcours adaptés en fonction de l'expérience et des compétences déjà acquises. Alors, à moins que l'un de vous veuille compléter, sinon, oui, vous vouliez pour compléter ? compléter au niveau de la simplification, effectivement, aujourd'hui, on a 2 interlocuteurs, c'est-à-dire que pour le contrat de professionnalisation, vous avez l'OPCA qui va venir financer le contrat de professionnalisation et auprès duquel l'entreprise enregistre le contrat, mais vous avez également les chambres consulaires qui vont enregistrer les contrats d'apprentissage. Demain, logiquement, l'entreprise devrait avoir un seul interlocuteur. Donc les démarches seront beaucoup plus simples. D'accord. Alors, autre dispositif dont on pourrait parler que prévoit la réforme, c'est, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, le CPF. Qui connaît le CPF ? 2, ouais, des pros. 3, monsieur fait comme ça. Non, j'ai dit lever la main. Donc le CPF, contrat de professionnel. Non, rien du tout. Non, pas du tout. Moi, je m'y perds dans les sigles. Aidez-moi, CPF. Le compte personnel de formation. Compte personnel de formation. Alors, ce compte personnel de formation qui existe aujourd'hui, il existe. Il existait avant la réforme. Sauf que ça a changé. Alors, qui se lance pour nous expliquer de façon vraiment... Mais j'ai 8 ans. Expliquez-moi, j'ai 8 ans. Expliquez-moi pourquoi ce qui change et qu'est-ce que ça peut m'apporter. Alors, le CPF a été créé par la loi de 2014. Donc, c'est un compte personnel formation, donc dans la logique où le salarié ou le demandeur d'emploi donc, est acteur de sa formation. Aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'il va pouvoir mobiliser ses heures de CPF au sein de son entreprise, s'il le souhaite, pour changer d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise, pour changer de métier, ou alors dans le cadre d'un projet de... Aidez-moi. De reconversion ? De reconversion. C'est pour le salarié, mais également pour le demandeur d'emploi. Le demandeur d'emploi va pouvoir effectuer des formations tout en mobilisant donc son CPF auprès du Pôle emploi. Ça s'appellera le projet de transition professionnelle, donc qui pourra mobiliser. Alors, on ne sera plus sur un volume d'heures, mais sur la monétisation du CPF. On l'abordera tout à l'heure, parce qu'on ne va pas compliquer. J'ai 8 ans, je vous rappelle. Je ne comprends rien sinon. Alors, donc on est d'accord, il peut être ouvert par tout le monde à partir de 16 ans, de l'âge de 16 ans. Dès lors qu'on a cumulé des heures. Dès lors qu'on a cumulé des heures. Alors, il y a des salariés dans la salle ?
Quelques-uns. Qui a ouvert son compte professionnel de formation? Monsieur, madame, 3, 4, 5. Ok. C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas énorme. Hein. Nous sommes tous concernés. Monsieur Murati. C'est malheureusement représentatif. Effectivement, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas ouvert leur compte CPF, alors que c'est vraiment indispensable. Encore une fois, les heures vont être perdues si vous ne les ouvrez pas, si vous avez accumulé des heures dans un emploi précédent. Si vous avez travaillé avant 2015, vous avez des heures de diff, il faudra les renseigner, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, mais il faut que tout salarié et tout demandeur d'emploi s'inscrivent sur un site qui s'appelle www.moncompteformation.gouv.fr, dans lequel vous allez pouvoir renseigner vos coordonnées personnelles et voir apparaître vos heures de CPF disponibles. On me dit dans mon oreillette que je n'ai pas, que le site n'est pas vraiment optimisé pour les utilisateurs. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire que c'est un peu galère pour créer son compte. Ce qui est assez compliqué aujourd'hui avec le compteur CPF, c'est qu'effectivement, on est on part déjà avec certains critères de sélection, c'est-à-dire que on peut mobiliser son CPF, mais en fonction du cœur de métier de l'entreprise, de sa branche et de son département. Donc ça veut dire qu'on est limité par un secteur géographique et secteur d'activité. Et ensuite, il y a des listes de formations qui sont éligibles au CPF, donc on ne peut pas mobiliser son CPF pour faire toute la formation de son choix. Je suis aujourd'hui dans l'informatique, je ne peux pas faire un CAP de pâtissier. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible, mais demain, ce sera possible. Demain, ça devrait l'être. Voilà. Et pourquoi ce sera possible? Puisque déjà, les listes n'existeront plus. Les listes éligibles n'existeront plus. Et comme le salarié et demandeur d'emploi sera proactif dans sa formation, il sera responsable de son parcours de formation, il aura la possibilité de se former sur le parcours de son choix. Et comme on parle de transition professionnelle, il pourra aussi se reconvertir. Se reconvertir, ouais, ce qui est quand même aussi un des gros avantages. Et donc par rapport au métier de l'IT, ce sont aussi des dispositifs qui sont... c'est un dispositif qui est très intéressant, je ne sais pas qui veut prendre la parole. Par rapport au métier de l'IT, justement, ce CPF avec un éventail de formations élargi va peut-être faciliter les choses pour les gens qui veulent changer de branche au sein de... et venir, soit venir d'une autre branche pour exercer dans le digital, soit à l'intérieur du digital, pouvoir passer sur d'autres métiers, non ? Claude Garnier. C'est extrêmement important puisque vous savez que maintenant, tout au long de la vie, on va être amené à changer de métier. Si vous orientez vers le numérique, le digital, effectivement, il y a peut-être des formations qui n'existent pas encore aujourd'hui, qui existeront demain pour mieux vous adapter aux besoins du marché, aux besoins des entreprises dans ce secteur. Donc l'objectif, c'est de valoriser des compétences. Donc vous permettre, la formation en tant que telle vous permet d'évaluer chez vous et de mettre en œuvre des compétences qui correspondent à des connaissances, donc que vous pouvez apprendre si vous voulez. Mais la compétence étant la qualité de mettre en œuvre ces connaissances sur un domaine précis comme le numérique. Donc tout l'intérêt de ce compte de ce CPF, c'est justement de vous permettre tout au long de la vie de pouvoir bénéficier de formations qui pourront vous permettre de vous réorienter, entre autres dans le domaine du digital et du numérique, puisqu'on a un domaine qui bouge beaucoup, où l'évolution technologique est extrêmement importante. Donc il est important, vous avez une base de connaissances, on fera un bilan de vos connaissances. En fonction de vos connaissances, on vous orientera vers telle ou telle formation qui pourrait vous permettre, dans un temps, et ça c'est l'objectif relativement court, d'acquérir les compétences voulues pour obtenir des titres professionnels, peut-être des diplômes, en fonction évidemment du type de formation que vous allez suivre. Voilà, ça c'est extrêmement important parce que vous allez beaucoup entendre parler de compétences, donc il est important de se faire une idée de ce que c'est la compétence et comment on peut obtenir ces compétences. Pour obtenir ces compétences, il faudra aussi travailler dans les entreprises, d'où la notion d'alternance, quelles que soient les formations, et la notion évidemment de centre de formation qui vous permettra d'acquérir des connaissances. Voilà, donc c'est compliqué pour vous, c'est compliqué pour nous aussi, et c'est très compliqué pour les DRH en entreprise,
qui, alors eux, ils sont de bonne volonté, ils veulent bien que vous vous formiez une fois que vous êtes dans leur boîte, etc. Mais les dispositifs changeant tout le temps, et là, pour le coup, on y reviendra tout à l'heure, le CPF va encore changer en janvier 2019 avec une modification importante. Ils ont du mal à suivre. Mais bon, c'est vous qui allez les informer maintenant que vous allez être informés là. Alors, troisième dispositif, dans quatrième, parce qu'on a déjà évoqué le dispositif de reconversion qui est inclus dans le CPF. Est-ce que vous pouvez nous parler du conseil en évolution professionnelle renforcée? Qui veut prendre la parole? Alors, il a été créé en 2014, je rappelle juste... donc c'est un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé et qui propose de faire le point sur sa situation professionnelle. Je pense que personne ne sait que ça existe. Si, donc il y a des organismes, par exemple, on peut citer l'APEC, par exemple, qui est bien connu des cadres, qui est un organisme d'orientation. Donc la mission de ces organismes, c'est que vous, en tant que demandeur d'emploi ou de salarié, je précise ou de salarié, parce qu'on oublie que quand on est salarié, on peut aussi penser à sa reconversion ou à son évolution. Donc vous pouvez aller solliciter ces opérateurs d'orientation qui vont vous faire des bilans de compétences, qui vont vous proposer des formations, qui vont vous proposer des tests d'aptitude, qui vont vous orienter. Et donc l'État a prévu de consolider cette offre en lançant un appel d'offres pour sélectionner au niveau régional et national des opérateurs qui vont pouvoir vous accompagner dans votre reconversion. Et je pense que c'est un point important de la réforme parce qu'on est souvent un petit peu démunis devant l'offre de formation ou ses envies, ses compétences, ses aptitudes. Là, il y aura un vrai accompagnement sur ce point-là. Et on peut souligner que ce conseil en évolution professionnelle pourra aussi accompagner donc, sur des reconversions, mais aussi sur des créations d'entreprises. Tout à fait. Ça fait partie de leur champ d'intervention. Ouais, si vous voulez vous orienter vers une création de start-up ou d'entreprise, c'est intéressant. Alors, avant-dernier dispositif, vous voulez compléter? Je voulais simplement dire que dans le cadre justement de la possibilité de vous informer, on a créé avec Made in Job et le rectorat, par l'intermédiaire du collègue Denis Herrero, on a créé un parcours et passerelle vers le digital, qui permet justement de co-construire, qui vous apporte des réponses personnalisées à ces nouveaux métiers et la façon d'y accéder. Donc, qui s'adresse à des étudiants. Formation? Non, c'est pas une formation, c'est un parcours comprenant des ateliers spécifiques et adaptés au profil. Voilà. Mais c'est une aide, si vous voulez, qui rentre, évidemment, c'est pas qui rentre dans le même objectif d'aider les jeunes et les moins jeunes à s'orienter vers ces nouveaux métiers dont on parle beaucoup mais qu'on connaît très mal. Alors, autre dispositif intéressant, qui, on l'espère, peut vous intéresser, c'est un nouveau, comment on peut appeler ça, une agence nationale. Donc ça va s'appeler France Compétences. Je ne sais même pas si c'est déjà sorti de terre. Si, c'est sorti de terre, d'accord. Créé et géré par l'État. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin? En fait, ça permettra d'avoir une sorte de TripAdvisor de la formation. Bon, alors il y a des gens qui hurlent quand je dis ça, mais franchement, ça revient à ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, pas vous, mais on va pouvoir noter des formations de façon à ce que vous puissiez choisir les meilleures. C'est pas mal. Enfin, je ne rentre pas dans l'idéologie de la notation, mais en tous les cas, l'idée, elle est là. C'est-à-dire que l'État se dit que dans l'offre de formation, il y avait à boire et à manger. Donc là, au moins, on aura les avis des utilisateurs. Qu'est-ce que vous en pensez, ce futur TripAdvisor de la formation? Gérard Murati, ou on commence par Gérard Murati, et puis Fanny ensuite. Alors moi j'en pense du bien et j'ai une interrogation. Je suis utilisateur de TripAdvisor et TripAdvisor, par exemple, le vrai TripAdvisor, vous pouvez noter quelque chose sans avoir suivi, par exemple vous pouvez noter une chambre d'hôtel sans y avoir été. Et ça je trouve ça très dangereux. Donc je me dis que si c'est le même principe, c'est la porte ouverte à quelques manipulations. Donc j'espère que l'État va sécuriser cet outil. Après c'est vrai que aujourd'hui on parle beaucoup de qualité. Je pense que si cet outil se veut le chantre de la qualité et faire remonter en tête de recherche, parce qu'en gros c'est un moteur de recherche, cette application. Donc en gros vont être en tête de liste les meilleurs centres de formation. Donc si c'est ce but et qu'il est atteint et qu'effectivement les centres de formation, qu'ils soient universitaires, privés, publics,
remplissent toutes les mêmes conditions et sont capables de remonter dans le score, je trouve ça excellent. Voilà. À voir à l'usage. Fanny Pellissier, est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur les formations proposées par le Conseil régional ? Oui, effectivement, parce que demain, donc, la région assurera ce qu'on appelle l'information sur les métiers et sur les formations. Et dans ce cadre, tous les centres de formation, que ce soit les centres de formation d'apprentis, les lycées professionnels, les organismes, devront publier annuellement tous leurs chiffres clés, c'est-à-dire leur taux d'insertion, leur taux d'obtention de diplôme, leur taux de rupture. Et c'est vrai, donc c'est intéressant pour la région, mais bien sûr pour toute personne qui pourra choisir son centre de formation en connaissance de cause et en ayant en tête les éléments clés à ce niveau-là. Donc, qui sont des éléments disponibles aujourd'hui, mais plutôt fournis par les organismes eux-mêmes, alors que là, on aura effectivement l'avis des utilisateurs avec toutes les bémols que Gérard Murati laissait apparaître tout à l'heure. Enfin, on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, mais effectivement, il y a des dangers dont le gouvernement doit sans doute tenir compte. Claude Garnier, vous aviez une réaction sur cette future évaluation des différentes formations ? Sans réaction. Sans réaction. Pas de commentaire. No comment. Ok, très bien. Anne-Isabelle Martineau, pareil, sur cette évaluation. J'ai pas plus de commentaires à faire, si ce n'est qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place, puisqu'il existe déjà le Datadoc qui vient donc sur la base de 21 critères assurer la qualité de la formation, mais il y a aussi, les dispositifs existants, le RNCP, auquel les écoles, les lycées sont obligés de faire. Le quoi ? Le RNCP, pardon, c'est le répertoire national des certifications professionnelles qui vient répertorier tous les titres et les diplômes qui sont inscrits en France. Et donc, effectivement, les organismes de formation et les écoles, lycées, doivent faire remonter déjà ces informations-là. Donc, ça vient que renforcer ces rôles qui sont existants. Ok. Alors, pour terminer, avant de vous passer la parole si vous avez des questions, moi je voulais essayer de comprendre, alors c'est quelque chose qui est un peu technique, mais le CPF dont on parlait tout à l'heure, à partir de janvier 2019, il va changer de fonctionnement, c'est-à-dire que ce sera plus en heures, mais en monnaie. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est important qu'on sache ça ? Parce qu'a priori, c'est juste une unité qui change, mais en fait, c'est très important. C'est important que vous le sachiez et surtout que vous alliez renseigner donc sur votre compteur le nombre d'heures que vous avez acquises. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous alimentez des heures acquises au titre du DIF, qui était anciennement le droit individuel à la formation. Et chaque année, quand vous travaillez, vous cumulez des heures sur le CPF. Donc, ces deux compteurs de DIF et de CPF vont venir à partir du 1er janvier faire un seul pot commun. Et ce nombre d'heures va se transformer en argent. Donc, si effectivement vous n'avez jamais renseigné vos heures de DIF, puisque les heures de CPF sont automatiquement transmises par votre employeur chaque année sur une déclaration, mais vous, les heures de DIF, il faut absolument que vous les renseigniez. Pourquoi ? Sinon, elles seront perdues. Parce que, effectivement, au 1er janvier, ces heures se cumulent et se transforment en argent. Et ces heures de DIF, ça peut monter jusqu'à combien d'heures aujourd'hui ? Au maximum, au niveau des heures de DIF, au 31 décembre 2015, au plus, on avait cumulé 120 heures. 120 puisque heures, c'était un plafond, 120 heures. 120 heures par année ? Non, 120 heures sur les 6 dernières années. Sur les si 6 on dernières n'avait années. pas du tout consommé d'heures de DIF. Qu'est-ce que je peux faire avec 120 heures ? Vous pouvez faire Avec une 120 formation d'une assez longue durée quand même. Dans le digital. Dans le digital, vous pouvez faire... Chez DMR, par exemple, je peux faire quelque chose avec 120 heures. Je peux passer un diplôme de concepteur développeur informatique. Alors, en partie, l'idéal, c'est de le cumuler avec vos heures de CPF. Ouais. Et puis, solliciter votre OPCA auquel vous appartenez pour qu'il abonde vos heures. Parce qu'il y a aussi cette notion où si vous n'avez pas toutes les heures disponibles, les opérateurs sont là aussi pour vous aider et ils peuvent rajouter des heures pour atteindre le nombre d'heures nécessaires pour suivre une formation, par exemple, de 400 heures ou de 200 heures en termes de CPF. Voilà. Donc, encore une fois, il y a beaucoup d'aides. On parle beaucoup d'aides aujourd'hui, mais il y a beaucoup de dispositifs et il faut savoir les dénicher et les exploiter pour améliorer votre formation.
Ok, bon, ben, j'espère qu'on vous aura un petit peu éclairé sur les principales mesures qui n'ont pas toutes fait l'objet de décrets, donc qui ne sont pas encore toutes applicables concernant cette réforme professionnelle sur les métiers du digital. Est-ce que vous-même vous avez des questions? Est-ce que vous voulez soumettre des cas, des dilemmes? Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On peut vous faire passer un micro. Je n'en vois pas. Non, bon, on a été limpide alors, c'est bien. Non, c'est bon, ok. Ben, il me reste à vous remercier infiniment. Gérard Murati, Ouais, je voudrais juste, pour ceux qui ont pris goût à la réforme de la formation professionnelle, donc moi je suis, outre le dirigeant de DMR, je suis aussi le président de la commission emploi-formation de Made in Soft. Made in Soft qui est l'organisateur du forum Made in Job, d'accord. Donc le 9 novembre au matin, on fait un grand débat cette fois-ci qui va durer près de 3 heures sur l'impact de la réforme avec différents OPCA, dont le FAFIEC, Opcalia, AGFOS. On va inviter des utilisateurs des grandes entreprises d'informatique. On a invité aussi le conseil régional, voilà, à débattre plus en profondeur sur le sujet. Alors c'est vrai que ça s'adresse plutôt aux professionnels de la formation et de ce métier-là, mais si ça vous intéresse, rendez-vous le 9 novembre à 8h30 à La Coque. La Coque qui est le lieu emblématique de Made in Soft et qui se trouve en face du Silo à Marseille. Voilà. S'il y a des entreprises dans la salle. 8h30. Ouais, c'est pour les leftos. 8h30, 8h30, 12h30, 3 heures de débat. Voilà, 3 heures de débat. Là, on va vraiment rentrer dans le détail et on pense que le 9 novembre, les décrets sont sortis. Donc ça sera vraiment très intéressant. Ah voilà, d'accord. Merci infiniment à tous les 4. Merci et merci à la salle.